Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! Ce spectacle, en fait, d'Elon Musk, on devrait l'appeler comme ça, c'était le 20 février lors de la conférence CEPAC. Il brandissait sa tronçonneuse, cadeau du président argentin, d'extrême droite d'ailleurs, pour souligner ses nombreuses coupes dans les dépenses publiques, dans la bureaucratie. Alors, cette scène marquante a poussé des internautes à le questionner sur sa consommation de kétamine, qui est admise. Le magazine The New Yorker en parlait l'année dernière déjà. C'est une drogue qu'il prend régulièrement depuis plusieurs années à cause de dépression. Mais quel effet cela pourrait-il avoir sur son cerveau, sa capacité à gouverner à côté de Donald Trump? J'ai joint le médecin neurologue à l'hôpital Emory d'Atlanta, ami de l'émission, Dr Julien Cavanagh. On l'écoute. Bonsoir, Julien Cavanagh, et bienvenue à 24/60. Bonsoir, merci de votre invitation. En fait, on vous a invité pour divers sujets, mais le premier, c'est ce qui a attiré notre attention, celui de la consommation de kétamine par Elon Musk. Consommation qui a été remise à l'ordre du jour quand on a tous vu l'utilisation de cette scie mécanique avec, en argent, avec des diamants et tout ça, en criant « bureaucratie, bureaucratie », et d'autres gestes aussi depuis qu'il est aux côtés de Donald Trump. Parlez-nous de la kétamine, ce que ça représente, les risques aussi, et l'effet que ça peut avoir sur Musk, qui en consomme, semble-t-il, depuis un bon moment. Alors, la kétamine, pour commencer, est un médicament qui est utilisé en anesthésie humaine et vétérinaire, d'ailleurs, qui a beaucoup d'avantages, parce que ça permet de calmer la douleur et d'obtenir une sédation pour faire des chirurgies et d'autres gestes sans impacter les fonctions respiratoires de la personne. Donc, il faut quand même placer ça dans son contexte. C'est un médicament qui existe depuis les années 60 et qui est très utile. C'est un médicament aussi qui a été remarqué par les psychiatres comme un traitement d'appoint pour la dépression. Dans les scénarios où les médicaments n'agissent pas tout de suite, les médicaments ordinaires, les personnes qui souffrent de dépression sévère peuvent être aidées par la kétamine comme pour faire la soudure jusqu'à un traitement plus prolongé. Et puis parfois, dans certains cas de dépression très résistante, qui ne répondent pas aux médicaments ordinaires, ce qui semble être le cas de Monsieur Musk, qui dit avoir une prescription pour de la kétamine pour sa dépression. C'est un médicament qui aide les gens, donc il ne faut pas nécessairement diaboliser, mais il est vrai que c'est aussi depuis très longtemps un médicament qui a été utilisé de façon récréative. C'est une drogue qui est donc utilisée à des fins qui ne sont pas médicales et qui provoque un moment d'euphorie chez les utilisateurs, chez les consommateurs, et aussi une perception dissociée de la réalité avec l'impression de sortir de son corps, parfois l'impression d'être dans un rêve éveillé, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, et avec une distorsion du temps, plusieurs heures qui donnent l'impression d'avoir été écoulées que de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes seulement. Donc Monsieur Musk utilise la kétamine pour sa dépression. La question qui est posée lorsqu'on voit son comportement, c'est l'utiliserait-il de façon récréative en dehors de sa prescription pour une dépression? En même temps, comme il est un joueur très important aux côtés de Trump, certains l'appellent même le coprésident, concernant sa gouvernance ou le rôle qu'il occupe à Doge avec les congédiements et toutes les politiques qui commencent à être très controversées même aux États-Unis. Est-ce qu'on doit s'inquiéter que quelqu'un qui consomme cette drogue, qui peut faire des rêves éveillés, une drogue peut-être hallucinatoire, l'impression de sortir de son corps, on ne sait pas le lien entre son état psychologique et sa capacité à agir aux côtés d'un président? Alors, si effectivement sa prescription de kétamine est dans le cadre du traitement de sa dépression, moi je ne veux pas diaboliser les personnes souffrant de troubles mentaux qui sont traitées dans l'indication qui est reconnue par la science. En revanche, s'il s'agissait d'une utilisation récréative en dehors de l'indication médicale,
tous les employés fédéraux et de nombreux professionnels ont des obligations de ne pas consommer dans le cadre de leur fonction, voire de ne pas consommer du tout de drogue récréative. Donc si c'était le cas, ça pose un énorme problème en rapport entre une consommation potentielle récréative d'une drogue qui impacte le comportement et la responsabilité gouvernementale d'un conseiller de la Maison-Blanche, voire du leader d'un département comme le département de la fameuse efficience gouvernementale. Donc, si les allégations de consommation récréative étaient avérées, ce serait un choc encore plus, un choc dans le choc, si je puis dire, parce que effectivement, c'est peut-être de nature à changer complètement son comportement et à prendre des décisions qui ne seraient encore moins rationnelles que ce que l'on voit aujourd'hui. Je ne vous amènerai pas sur le terrain politique, mais hier, il y avait un cabinet à huis clos avec le président. Il y a eu des tensions entre Musk et Mark Rubio, notamment, et d'autres secrétaires. Cela dit, il joue un rôle très important, mais notamment dans ces coupes budgétaires. Donc, et vous êtes personnellement touché là, à l'hôpital et à l'université où vous êtes. Et en même temps, aujourd'hui, il y avait des manifestations à Washington et même en France. Stand Up for Science. Les gens sont très inquiets des coupes de ce gouvernement sur les chercheurs, les scientifiques, le CDC et tout ça. Quel est l'impact de ces coupes? L'impact est massif. Alors déjà, l'impact est massif sur les agences de santé publique qui sont le bras armé de la santé publique du gouvernement fédéral américain. Je suis à l'université Emory d'Atlanta, mais on partage le campus avec le centre de contrôle des maladies où déjà plusieurs milliers de personnes ont perdu leur emploi, mais il y a une désorganisation absolument massive des chercheurs et des santé publiciens qui y travaillent parce que même ceux qui ont gardé leur emploi ne savent pas si demain matin ils vont revenir. Et c'est tous les jours comme ça. Puis sur le côté universitaire, on a effectivement des coupes sombres ou en tout cas des crédits qui sont rendus extrêmement difficiles d'accès. Et donc tout le système universitaire et hospitalo-universitaire est en train de se réorganiser pour essayer de préserver l'essentiel dans un contexte où on voit bien que tous ces crédits fédéraux qui sont nécessaires au fonctionnement de la recherche dans les grandes universités sont à risque de disparaître, et le tout dans un contexte extrêmement idéologique où tout langage dans une demande de fonds fédéraux pour la recherche doit être scruté pour éviter les nouveaux mots qui sont interdits par la Maison-Blanche, ces mots qui sont transgenre ou sexe assigné à la naissance, égalité, inclusion, et j'en passe. Ces mots doivent disparaître, ce qui est une obligation d'autocensure absolument terrible dans un pays où normalement on attend la créativité, l'absence de barrières à l'exercice de la science. Beaucoup se disent très inquiets de l'effet Trump sur l'angoisse, en fait, la toxicité de Trump. Est-ce que c'est quelque chose qu'on discute dans votre milieu? Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un diagnostic à poser sur le personnage? Alors sur le personnage en lui-même, ce qui est intéressant, c'est que son nom est prononcé avec parcimonie, mais c'est l'essentiel de toutes ces nouvelles contraintes qui arrivent, qui génèrent un flot de courriels, de réunions, de réunions stratégiques pour essayer de savoir comment on s'en sort. Et puis il y a aussi quand même l'émergence d'un certain esprit de résistance, de savoir comment peut-on faire au niveau des institutions académiques, au niveau des sociétés savantes, pour résister en particulier à cette censure du langage et à cette censure au filet de la science. Merci beaucoup, Julien Cavanagh. À bientôt. Bonne chance, bon courage. Merci à vous. Merci beaucoup.